Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. Nouvelle séance plénière manquée à l'Assemblée nationale. Ce jeudi 11 août, l'absence des membres du gouvernement est la principale cause du report de cette plénière. Incursion dans le monde des mécaniciens béninois qui font de plus en plus face aux difficultés liées à la réparation des véhicules de haute technologie. Vous verrez comment ils s'adaptent aux problèmes engendrés par l'évolution de l'industrie automobile. Et puis, hors de nos frontières, le peuple zambien était aux urnes ce jour, 11 août 2016, pour élire son président. Bonsoir et bienvenue à tous. On démarre cette session d'information par la séance plénière de ce jour à l'Assemblée nationale. Cette séance de travail des députés qui devait être consacrée à l'examen de 5 points à l'ordre du jour n'a pu avoir lieu. En cause, l'absence des membres du gouvernement à la plénière. Le président Adrien Rungweji, après avoir fait ce constat et au regard de l'importance des sujets qui portent sur l'accord de ratification pour le financement de divers projets, a tout simplement été obligé de convoquer une nouvelle plénière pour vendredi dans l'espoir, bien évidemment, de voir les membres du gouvernement y prendre part. On écoute le président Adrien Rungweji. Nous allons suspendre la séance en attendant qu'il y ait un projet de texte de recommandation qui nous soit transmis au bureau. S'il n'y a pas de texte, l'Assemblée ne peut pas se prononcer sur nos recommandations. La séance est suspendue. Et nous quittons Porto Novo pour Cotonou où depuis le mercredi 3 août 2016, l'appareil judiciaire béninois tourne au ralenti. En effet, les membres du syndicat national des travailleurs de la justice ont appelé leurs militants à observer chaque semaine 112 heures de grève pour des raisons diverses. À la cour d'appel de Cotonou, certains bureaux sont fermés, ce qui bloque le bon fonctionnement des procédures de justice en cours. Antoinette Sagbo et Cyril Agbo. Mercredi matin, à la cour d'appel de Cotonou, sans surprise, plusieurs bureaux de cet espace judiciaire sont fermés. C'est la conséquence de la grève de 48 heures des agents du syndicat national des travailleurs de la justice, Centra Justice. Voilà 2 semaines que cela dure. Christophe Kossou, venu faire des légalisations, ne peut que partir de cette cessation de travail. Je suis venu pour légaliser quelques dossiers et j'ai constaté qu'il y a la grève. À l'origine de cette grève, la non-satisfaction des revendications du Centra Justice, dont la titularisation des agents recrutés depuis 2011 et l'adoption de l'avant-projet de décret portant statut particulier des personnels des services judiciaires. Ce n'est pas ni les magistrats ni les greffiers qui sont en grève. Vous avez constaté que les audiences sont prises normalement. C'est un syndicat qui regroupe les agents des greffes et du personnel d'appui de la justice qui est en grève. Et lorsque les citoyens ne peuvent pas se faire délivrer leur casier judiciaire ou leur certificat de nationalité, ça va sans dire que les avocats retrouvent quelques entraves dans l'exercice de leurs fonctions, notamment judiciaires. Autre preuve de l'impact de cette grève sur l'administration judiciaire, les désagréments que cela crée aux avocats obligés de recourir au service des huissiers pour fournir certaines pièces indispensables à leurs audiences. Pas étonnant que Maître Hugues Pognon souhaite la fin de la grève du Centra Justice. Le recours systématique à la grève en matière de justice pose énormément de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'on ôte cette légitimité-là à ceux qui font des revendications, d'avoir à faire leurs revendications ou à réclamer leurs droits. Il faudrait que tous les acteurs de la maison de justice s'asseyent et que nous puissions nous entendre sur le minimum qu'il y a pour que les problèmes, dès qu'ils se posent, soient discutés, soient réglés, pour que la grève ne soit plus le moyen le plus approprié ou le plus
plus idoine pour arriver à régler des problèmes d'ordre professionnel. Pas sûr que son souhait soit exaucé de sitôt. Le Centra Justice menaçant de durcir sa grève pour passer de 48 heures à 112 heures dès la semaine prochaine. Les usagers de la cour d'appel de Cotonou ne sont peut-être pas au bout de leur peine, à moins de se rabattre sur quelques agents du secteur de justice qui ne sont pas en grève. Précisons que c'est déjà au cours de cette semaine que le mouvement de grève des travailleurs du secteur justice est passé à 112 heures. Et nous poursuivons cette édition pour cette fois-ci parler éducation et plus précisément de l'orientation des nouveaux bacheliers dans nos universités. Quels sont les éléments qui peuvent aider le nouvel étudiant à choisir sa filière afin de mieux s'orienter dans ses études universitaires? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du professeur Victor Prudent Tokpanou, chef de département de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, qui nous édifie. C'est bien sûr un reportage de Maury Agua et de Damien Pedro. L'obtention du baccalauréat n'est en réalité que le début d'une nouvelle expérience qui forge le nouvel étudiant et qui conditionne ses études universitaires. Mais force est de constater qu'après l'obtention de ce premier diplôme universitaire, de nombreux étudiants se trouvent confrontés à des problèmes liés au choix de leur filière. L'orientation universitaire, c'est la capacité à mettre à la disposition de l'apprenant les moyens d'éviter au mieux les échecs universitaires. Après l'obtention du bac, on entend les candidats souvent dire: J'envisage beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je prévois être et faire le génie en informatique et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. Mais en réalité, suivant quels critères devrait-on alors opérer son choix pour la suite de ses études après l'obtention du baccalauréat? Pour le professeur Victor Tokpanou, le nouveau bachelier doit d'abord faire le bilan de ses capacités. Depuis la massification des effectifs universitaires, des effectifs étudiants, le problème ne se pose plus en termes de volonté, mais il se pose désormais en termes de capacité. Ce n'est plus ce que je veux faire qui importe, c'est ce que je suis capable de faire qui importe. L'orientation universitaire est basée sur l'évaluation des capacités intellectuelles. Elle-même est devenue actualité parce qu'on est passé de l'âge de la volonté à la capacité et la massification qui a accéléré le processus. Il est donc clair que le nouvel étudiant devra choisir sa filière en fonction des matières dans lesquelles il excelle. Vous ne pouvez pas chercher à aller dans une école de pilotage ou aller faire des statistiques si sur votre bulletin, votre relevé de notes, de façon évidente, vous n'avez pas travaillé en mathématiques, vous n'avez pas travaillé en physique, vous n'avez pas travaillé en chimie. De la même manière que vous ne pouvez pas faire des études de médecine si vous avez de très mauvaises notes en sciences naturelles, si vous avez de très mauvaises notes en mathématiques, de très mauvaises notes, et que vous avez de très bonnes notes dans les matières littéraires. L'université d'Abomey-Calavi, ne disposant pas d'un service d'orientation et d'information des étudiants, à qui incombe alors cette responsabilité d'orienter le nouveau bachelier? Cela relève du domaine public, parce que c'est un service public de l'État, c'est donc le ministère de l'Enseignement supérieur qui est chargé de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a commencé par le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise pas des séminaires, mais des ateliers d'orientation. Mais j'ai cru aussi suivre récemment dans l'actualité qu'il y avait des privés qui le faisaient. Vu que les nombreux taux d'échec enregistrés dans les facultés de nos universités sont en partie dus à une mauvaise orientation des nouveaux bacheliers, il est alors temps que l'État prenne à cœur la question liée à l'orientation des nouveaux étudiants dans nos universités du Bénin. Nous sommes en période de vacances scolaires pendant que certains parents préfèrent laisser au repos leurs enfants. D'autres leur ont choisi le chemin des cours de vacances organisés dans les établissements scolaires publics et privés. Mais quel intérêt revêtent ces cours? La réponse, c'est avec Fréjus Serran et Damien Pedro. 0, 0, 0, 10. Oui.
Travaux de mathématiques pour les uns ou d'anglais pour les autres, écoliers et élèves s'exercent à résoudre différents exercices, chacun dans sa salle de classe. Pourtant, ce sont les vacances, mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants par certains parents, ces cours qui coûtent peu ont cependant un intérêt. Dans un premier temps, de faire rapidement une petite révision des notions qui ont été étudiées au cours de l'année qu'ils ont terminé avant d'être en vacances et d'anticiper sur les notions qu'ils auront à voir au cours de l'année qui va commencer. Ici, c'est une école primaire. Nous prenons en compte toutes les classes du CI au CM2. Nous faisons également le secondaire jusqu'en 5e. Nous essayons de voir en fonction du cours de la vie pour essayer de fixer un quota qui va de 1 500 à 3 000 francs. Jugés peu sérieux par une certaine école, certains organisateurs font quand même l'effort de rendre ces cours crédibles. Pour ces deux classes qui sont les classes du secondaire, nous privilégions le français, les mathématiques, la SPCT et l'anglais. Dans la dernière semaine, nous essayons d'évaluer les apprenants et au terme de ces cours, chaque apprenant a, un bulletin qui atteste le travail qu'il a fait et comme ça permet aux parents de se rendre compte de son niveau. Si on peut reprocher à certains apprenants des cours de vacances de s'y rendre en touriste, d'autres par contre, à l'instar de ceux rencontrés ce 10 août au complexe scolaire Siquet Sud, ont bien conscience de la raison de leur présence en ces lieux. Je vais chercher des informations que je ne connais pas encore. Les matins, nous faisons la correction des devoirs et après, nous faisons les leçons. Nous faisons les leçons après, nous écrivons ça dans le cahier. En anglais, on nous apprend les verbes irréguliers. En français, on est en train de nous apprendre la description. En maths, on est en train de nous apprendre le patron du cône circulaire droit. Et en PCT, on est en train de nous apprendre comment produire le courant domestique. Au collège d'enseignement général de Bégamin, où se font aussi les cours de vacances, l'enseignant Abel Boudinou explique l'importance de ces enseignements dans la réorientation des nouveaux collégiens du second cycle. Ceux-là qui n'avaient pas bien travaillé, qui n'avaient pas bien compris l'allemand ou l'espagnol, d'accord, peuvent déjà chercher à se réorienter. Surtout ceux qui ont choisi la PCT, d'accord. D'autres, après les cours de vacances, disent il vaut mieux aller, d'accord, vers les séries littéraires pour ne pas coller la tête entre griffes. Quant aux collégiens des cours de vacances du Collège d'enseignement général de Bégamin, ils confessent que les cours leur sont bien dispensés. Les cours de vacances se passent bien parce qu'il y a les professeurs qui nous expliquent encore plus le cours. Et si on commence la rentrée, ça peut nous aborder avec les premières interrogations, on peut avoir de bonnes notes. Le monsieur nous explique bien. Si personne ne comprend pas, il lève sa petite main. Si les cours de vacances sont bénéfiques pour les apprenants, ils sont tout aussi importants pour les enseignants car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. Et sur tout autre registre, il n'existe quasiment plus aucune partie des véhicules de nos jours qui échappe à l'électronique. Et les composants de ces automobiles ne cessent de se multiplier, faisant des voitures des engins de haute technologie. Si le goût prononcé des Béninois pour ce genre de véhicules n'est plus un secret, on se demande comment les mécaniciens béninois arrivent à les réparer. Réponse dans ce reportage. L'automobile électrique a connu son essor à la fin des années 90 car souple, moins polluant et par son fonctionnement silencieux. Mais aujourd'hui, on assiste à une autre révolution dans l'automobile avec des systèmes électroniques, des logiciels embarqués, des automatismes et des fonctionnalités inattendues. Il convient donc de faire une différence entre un véhicule électronique et celui qui ne l'est pas. Vous savez, quand on parle de véhicules actuellement électroniques, c'est les véhicules dotés des ordinateurs de bord. Ça utilise des ordinateurs de bord qu'on appelle calculateurs. Ça veut dire que le système qui a été fait avant
où nous avons des systèmes de vis platinés, les histoires de condensateurs, c'est déjà éliminé. Véhicule qui n'est pas électronique, c'est des véhicules à carburateur. Et le carburateur, lui, l'essence ne vient pas à la pompe et vient directement dans le carburateur et ça démarre. À présent, faisons un bref aperçu sur quelques véhicules électroniques. Voilà le calculateur de ce véhicule qui se situe ici, juste après la batterie. Donc c'est son ordinateur du bord. C'est ça qui contrôle le système d'injection, le système d'allumage et pratiquement tout. Le calculateur mesure le nombre d'essence qui va venir ici. Parfois, quand le calculateur est défectueux, et la quantité d'essence augmente. Et parfois, si la quantité d'essence augmente, le véhicule peut refuser. Certains véhicules électroniques sont aussi dotés d'un système de multiplexage qui met en relation toutes les fonctions des véhicules. Mais ce n'est pas sans conséquence. Les pannes de ces voitures sont plus complexes, récurrentes et plus électroniques que mécaniques. Et c'est là qu'il faut souvent faire attention à quel mécanicien confier son véhicule en cas de panne. Celui qui utilisait un ancien véhicule et il a acheté une nouvelle voiture et son mécanicien n'a pas pu se perfectionner dans cette nouvelle marque et il n'a pas pu être honnête, refuser non plus pour dire je ne maîtrise pas et il se jette dessus avec des tâtonnements sans des outils adéquats pour pouvoir détecter la panne réelle. Ça mélange tout. C'est pour pallier ce problème que certains garages modernes comme celui-ci et certains lycées offrent des formations professionnelles en mécanique dans un secteur où beaucoup de mécaniciens sont encore formés sur le tas. Mais réparer un véhicule électronique, c'est d'abord une affaire de matériel et il coûte cher pour le mécanicien moyen qui quand même arrive à s'en sortir. Nous arrivons à réparer, mais parfois il faudrait que le scanner intervienne avant qu'on ne trouve la panne. Oui. Par contre, pour le carburateur, bon, on n'a pas besoin d'un scanner pour pouvoir la dépanner. Il y a des collègues garagistes qui sont conscients ou parfois quand ils prennent le véhicule à leur niveau et puis s'ils n'arrivent pas à détecter la panne, ils amènent à notre niveau, on les aide à détecter la panne. Une solidarité est donc née. Mais les véhicules électroniques posent d'autres problèmes comme l'entretien et la réparation, jugés trop coûteux dans les garages équipés qui se défendent. Et le problème, ça démarre à partir du diagnostic. Si le diagnostic est bien fait, la réparation est moins chère. Le mécanicien automobile, ce métier qui mêle désormais informatique pure et dure et électronique, est désormais une profession d'avenir dans le secteur des nouvelles technologies. Organisation des obsèques de feu Émile Derlin-Zissou, important redéploiement dans le secteur judiciaire et participation du Bénin aux 111e Assemblée générale des Nations unies. Tels sont les principaux points de la conférence de presse d'après Conseil des ministres. Par ailleurs, Pascal Irénée Koupaki a profité de l'occasion pour répondre aux accusations de l'honorable Valentin Tchénontin suite à l'audit de la Ségub. Le Conseil a autorisé la participation de notre pays au débat général de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York du 18 au 23 septembre 2016. Le Conseil a pris connaissance du rapport du comité interministériel chargé de lui soumettre les modalités d'opérationnalisation des nouvelles préfectures, et ceci pour marquer l'engagement du gouvernement à renforcer la réforme de l'administration territoriale au Bénin et à rendre effectif le fonctionnement des nouvelles préfectures dans les meilleurs délais. Les besoins en locaux, personnel, équipement et fonctionnement ont été déterminés et précisés. Et le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de débloquer la somme de 536 millions de francs CFA pour la prise en charge immédiate de ces besoins. Le Conseil a autorisé l'organisation des obsèques officielles de feu Émile Derlin-Zissou à Cotonou les 24 et 25 août 2016. À cette occasion, le gouvernement rendra un hommage
vibrant à l'illustre disparu au nom du peuple béninois. Le Conseil a procédé à un vaste mouvement de personnel du système judiciaire après les consultations et formalités exigées par les tests en vigueur. Sur 188 magistrats en poste dans les juridictions, le redéploiement aura porté sur un effectif de 131 magistrats. S'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité de la création de Ségub, alors là, vous me trouvez. Vous me trouvez là. Nous avons eu des débats en Conseil des ministres sur cette opportunité-là, la pertinence. La pertinence est prouvée. Et de ce que j'entends, la pertinence de Ségub n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la gestion de la filière. Et l'on retrouve donc la qualité de la gestion de Ségub. Mais moi, je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Et je ne m'occupe pas de la gestion de Ségub, ni le Conseil des ministres à l'époque. On est en train de vérifier la qualité de la gestion. Et j'ai eu à faire un compte rendu ou disons un point de presse sur cette question. Et je vous ai dit à ce moment-là que le dossier a été transmis à la justice. Je n'ai prononcé le nom de personne. Aucune personne physique n'a été citée par Pascal Irénée Koupaki. Donc, quel est le problème? Je ne comprends pas. Je vois beaucoup d'agitation. La bonne ligne de défense n'est pas l'agitation. Je vois beaucoup d'agitation avec un peu de mépris. Mais moi, je n'ai pas de haine. Je n'en ai pas. Et donc, par conséquent, je pense que la justice fera son travail. Si je suis demandé, parce que je détiens des informations sur la gestion de la filière, mais je répondrai à la justice, sereinement. En interactualité, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce jeudi en Zambie où près de 7 millions d'électeurs sont appelés à choisir un président au cours du scrutin. Le président sortant, Edgar Lungu, et son principal opposant, Hakainde Hichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. Commentaire Fréjus Serron. Ils sont près de 7 millions de Zambiens à prendre tôt ce matin le chemin des bureaux de vote pour élire le président de la République. 9 candidats sont en lice pour ce scrutin. Mais déjà, les favoris sont connus. Il s'agit du chef d'État sortant, Edgar Lungu, du Front Patriotique PF, élu il y a 18 mois pour achever le mandat de son prédécesseur décédé, et Hakainde Hichilema, HH, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti unique pour le développement national, UPND. Ce dernier était arrivé en deuxième position lors de la dernière élection. En 2015, Edgar Lungu avait remporté l'élection présidentielle avec moins de 28 000 voix d'avance sur lui, soit 1,5% d'écart lors d'un scrutin à un tour. Mais cette fois-ci, de nouvelles règles constitutionnelles changent la donne. Un second tour devra être organisé si aucun candidat n'arrive à obtenir plus de 50% des voix. Les Zambiens vont également aux urnes ce jour pour élire leurs députés ainsi que leurs conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de leur constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. Mais cette campagne électorale marquée par des violences ayant entraîné des morts et plusieurs blessés pourrait avoir un impact négatif sur ces élections et faire chuter le taux de participation. Puis aux États-Unis, la candidate démocrate pour la présidentielle de novembre prochain s'est exprimée ce mercredi à la suite de quelques propos tenus par son rival Donald Trump. Hillary Clinton estime que le candidat républicain est allé trop loin en suggérant, selon elle, une résistance des détenteurs d'armes en cas d'élection de la démocrate à la Maison-Blanche. On écoute les propos d'Hillary Clinton.
Je pense qu'il y a une différence entre mon opposant et moi-même. Les mots ont de l'importance, mes amis. Et si vous concourez pour être président ou que vous êtes président des États-Unis, les mots peuvent avoir de terribles conséquences. Hier, nous avons été témoins du dernier d'une longue lignée de commentaires désinvoltes de Donald Trump qui a dépassé les bornes. Avant de mettre un terme à cette édition, rendons-nous en Bulgarie où les nouveau-nés se vendent comme de petits pains. Les femmes bulgares, après l'accouchement, font le commerce de leur propre bébé parce qu'elles sont en quête de moyens financiers. Elles touchent entre 8 000 et 3 000 euros. Incursion dans cet univers choquant. Reportage. Vendre son nouveau-né pour gagner un peu d'argent. Au cœur des communautés roms de Bulgarie, la pratique s'est enracinée depuis près de 15 ans. Un business lucratif pour ces mères et pour les trafiquants qui les mettent en relation avec des familles de l'autre côté de la frontière, en Grèce. Mais si vendre son nourrisson n'étonne plus les habitants du petit village d'Exarantimovo, à l'est du pays, bien peu osent en parler devant les caméras. Une femme est tout juste rentrée de Grèce la semaine dernière. Elle a vendu son bébé là-bas et elle est revenue. C'est le 3e bébé qu'elle abandonne. Nous l'avons vue enceinte, elle est partie une semaine en Grèce et à son retour, plus de bébé. Elle nous a dit que son bébé était mort en Grèce, mais elle n'a aucun certificat qui le prouve. Dans la ville voisine de Kameno, plusieurs grandes maisons appartenant à des trafiquants présumés témoignent des importantes sommes d'argent générées par la vente de nourrissons. Lorsqu'une femme tombe enceinte et décide de vendre son bébé, elle part pour la Grèce dès les premiers mois. Là-bas, les futurs parents adoptifs prennent soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ensuite, elle se rend devant le notaire avec le mari et lui dit qu'il est le père du bébé. Le couple peut garder l'enfant et la femme revient en Bulgarie avec l'argent qui lui a été promis par le trafiquant, à moins qu'il ne décide d'en garder une partie et de lui en donner moins que prévu. Pour tenter de sensibiliser les familles de la région, Maria Ivanova distribue des bracelets et des pins arborant les mots « Je ne suis pas à vendre ». Mais elle doit faire face à l'hostilité des mères qui refusent de s'impliquer et de témoigner. Les victimes refusent de coopérer pour la bonne et simple raison qu'elles ont reçu une certaine somme d'argent pour la vente de leur bébé. Habituellement, les sommes promises sont bien plus élevées que ce qu'elles touchent au final. Mais d'après les données dont nous disposons, une mère touche entre 1 800 et 3 600 euros. Une somme conséquente en Bulgarie, où le salaire moyen s'élève à 400 euros par mois. La justice bulgare ne poursuit les mères impliquées que s'il est prouvé qu'elles ont agi seules, ce qui est rare. Quant aux trafiquants, la plupart d'entre eux ne se sont vus infliger que des peines de prison avec sursis ces dernières années. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.